Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France, et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui M. Christian Raffa. M. Christian Raffa est maire de la ville de Saint-Pierre, une ville du nord de la Martinique. Il est vice-président de Cap-Nord, la collectivité territoriale de cette région de la Martinique. Le nom, je le dis pour ceux qui ne sont pas martiniquais. Vous êtes également membre de la Martinique Ensemble. C'est un parti politique relativement récent et dont la présidente est Mme Catherine Conconne, sénatrice de la Martinique. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, non, vous avez tout dit. Merci de me recevoir, en tout cas, merci de nous donner la possibilité d'échanger ou de renseigner les Martiniquais sur mon action politique. J'ai beaucoup pensé à vous récemment parce que j'ai vu que la montagne Pelée, il y a beaucoup de tremblements de terre en ce moment, depuis quelque temps. Je me suis dit, mais comment on peut habiter une ville comme ça? Ils vont exploser bientôt. Vous dormez tranquillement, il n'y a pas de problème? Tranquillement depuis que je suis né, parce que j'ai vécu mon enfance au pied de la montagne Pelée. Ceux qui habitent Saint-Pierre et les environs, parce que ce n'est pas que Saint-Pierre qui est concerné, hein, la montagne Pelée, ce n'est pas l'affaire de Saint-Pierre seulement, c'est 7 communes qui couronnent la montagne Pelée, hein, de Grand-Rivière au Prêcheur en passant par Saint-Pierre. Ce sont 12 communes qui potentiellement sont aux premières lignes si le volcan se réveillait. Donc si on ne dormait pas tranquille, il faudrait déserter tout le nord de la Martinique. Donc non, le volcan actuellement, le directeur de l'observatoire avec qui j'ai un très très bon contact, on échange régulièrement. On s'est vu encore dernièrement à une opération de Mai de Saint-Pierre qui s'appelle la cour UNESCO, pour parler du classement de la montagne Pelée à l'UNESCO et des sommets du Nord, des pitons du Carbet. Il a bien expliqué que ce sont des séismes superficiels qui relèvent de l'activité, si on peut dire entre guillemets, du volcan depuis des décennies. Le volcan n'est pas éteint, il est en sommeil. Les séismes actuellement ne sont pas des séismes profonds qui détecteraient des mouvements de lave dans des réservoirs magmatiques. Et donc, pour l'instant, ça n'a rien, ce n'est surtout pas un signal de réveil du volcan. C'est une surveillance de l'activité qui est très bien faite. Nous avons des bons outils maintenant. Et s'il arrivait quoi que ce soit, il n'y aurait pas de mort, hein, parce que les Martiniquais qui sont concernés, c'est-à-dire ça fait en gros 40 000 personnes, seraient partis bien avant. Voilà. Et donc, hier, j'ai donné mon accord pour l'implantation de sondes. D'ailleurs, je ne sais pas, c'est pas la ville de Saint-Pierre seulement qui est concernée, mais il y a 500 petites sondes qui vont être implantées tout autour du volcan pour justement analyser plus en profondeur son activité, faire une forme de scanner qui va nous permettre d'avoir des informations aussi sur la géothermie possible, parce qu'il n'y a pas que des désavantages à avoir un volcan à proximité de chez soi, c'est des sources justement d'énergie propre par la géothermie dont il sera possible de faire bénéficier la Martinique. Dont il sera possible de faire bénéficier la Martinique. Oui. Pourquoi n'en a-t-on pas fait encore bénéficier la Martinique? Justement, là, c'est une question, c'est une très très bonne question, c'est classique de répondre ça, mais comme je l'ai dit hier, parce que nous avons inauguré une centrale photovoltaïque sur le site de la Coulée Blanche, justement, site où c'est justement a coulé beaucoup de nuées ardentes dans les éruptions de mai 1932, site qui n'a jamais hébergé aucune activité agricole. Nous avons réussi à convaincre la CDPDAF et les autres décideurs d'y implanter une ferme photovoltaïque. Et je l'ai dit que nous sommes très en retard. La Martinique a un objectif de 100% de couverture de ses besoins en termes d'énergie propre et nous en sommes qu'à 27% aujourd'hui, alors que cet objectif de 100% est programmé pour 2030. On a mis 7 ans pour arriver à concrétiser ce projet de ferme photovoltaïque. Il nous reste 5 ans pour couvrir les 73% des besoins de la Martinique. Ça va être un peu difficile.
La ferme photovoltaïque, c'est à peu près 2% de l'économie, des besoins de la Martinique, 8% des besoins de Cap-Nord. Et je l'ai dit, nous avons... Et combien de pourcents des besoins de Saint-Pierre? Plus que 100%, puisque c'est l'équivalent de la consommation de 7500 habitants sur une année. Or, Saint-Pierre, c'est 4000. Donc, on est presque à 2 fois les besoins, la couverture des besoins de la population de Saint-Pierre. Est-ce que ça veut dire que les Pierrotais ne paieront pas l'électricité? Non, surtout pas. Non, c'est pas du tout ça. Mais par contre, les Pierrotains vont bénéficier indirectement de certains avantages. Déjà, le fait d'avoir une production d'électricité à proximité de Saint-Pierre, ça va rendre Saint-Pierre moins vulnérable aux coupures d'électricité. Il va y avoir une perception de taxes foncières, la ville en a bien besoin. Il y a aussi une perspective de création d'emplois, peut-être pas directement pour Saint-Pierre, mais pour les Martiniquais, ce sont 2 ou 3 emplois. 3 emplois qui vont être créés en maintenance. Ce sont des entreprises qui vont bénéficier aussi de l'activité de maintenance de cet ensemble, donc il y a un intérêt pour la Martinique. Voilà. Mais j'ai dit qu'il n'y avait pas que le soleil. Nous avons le vent, avec les éoliennes, nous avons la géothermie, et je viens d'en parler, ça n'est qu'au balbutiement, et nous avons l'énergie marine motrice, potentiellement. Nous avons tout ce qu'il faut pour faire que la Martinique puisse être autosuffisante en matière de production et contribue à la sauvegarde de la planète. Et donc nous sommes très en retard. Donc j'ai dit que c'était aux politiques en tête, mais aux associatifs, aux associations qui protègent l'environnement, qui sont des acteurs de cette affaire-là, et qu'il faut consulter, qui ont été consultés. Hier, nous avions, entre autres, à l'inauguration de la ferme photovoltaïque, le président de la Chambre d'agriculture, qui est venu reconnaître que c'était un projet innovant, puisque grâce à ce travail de revitalisation du sol qui a accompagné la plantation de la ferme photovoltaïque, nous allons y installer un éleveur, des ovins. Il y a des moutons déjà qui sont sous les panneaux solaires et qui sont en train de brouter. Voilà. Et nous allons y installer aussi une apicultrice. Donc ce sol qui n'a jamais reçu d'activité agricole parce qu'il était pauvre sur le plan de la fertilité et rocailleux, parce que c'est un sol volcanique, on est en train de le convertir en sol recevant des activités agricoles. Donc c'est un projet qui devrait être reproduit, à mon sens, sur d'autres endroits en Martinique. Effectivement, parce que nous ne sommes pas un grand pays. Et donc si vous prenez tout le sol de ce pays pour mettre des panneaux photovoltaïques, on est mal, hein, parce que beaucoup parlent d'autosuffisance alimentaire. Et là, vous êtes en train de nous expliquer qu'on peut mettre des panneaux photovoltaïques tout en conservant l'activité agricole, entre guillemets. Et sur un sol qui était de caractère naturel, pouvant recevoir des activités de carrière, puisque ce sol n'a jamais reçu d'agriculture. C'est ça l'originalité. C'est-à-dire que en passant du plan d'occupation de sol de la ville de Saint-Pierre au PLU, plan local d'urbanisme, ce sol qui était caractérisé comme étant naturel, qui a reçu des activités de carrière, puisque la ferme photovoltaïque est implantée dans une fosse laissée par une carrière, avait été classée terre agricole. Or, ça n'était absolument pas utilisable comme terre agricole. C'est ça la différence. Je ne dis pas qu'il faut convertir, surtout pas le sol qui est déjà cultivé, etc., en ferme photovoltaïque. C'est pas du tout ça. Mais il y a certains sols qui ont des caractéristiques particulières qui pourraient recevoir des fermes, une production solaire, d'électricité solaire. Mais il n'y a pas que de solaire, je le dis encore une fois. Combien d'hectares? 4 hectares. 4 hectares. Et vous préférez ça que de voir des éoliennes au large de Saint-Pierre? Je n'ai pas de préférence. C'est aux Martiniquais de dire ce qu'ils acceptent, qu'ils tolèrent. Je dis encore une fois, ce n'est pas une décision du maire, ce n'est pas une décision unilatérale non plus du porteur de projet. Il y a eu des consultations, il y a eu beaucoup de négociations. Je vous dis, ça a pris 7 ans. Donc beaucoup d'acteurs ont été partie prenante de cette opération et ça a été jugé acceptable. Donc effectivement, des opérations de ce genre ne sont jamais à 100%. Vous savez, les éoliennes, même terrestres, bon, il y a des contestations même en France, hexagonale. Donc il faut trouver les équilibres, mais on ne peut pas avoir 100% d'avantages.
donc les éoliennes au large de la Martinique. Si c'est peut-être très au large, si ça ne pose pas de problème aux Martiniquais et que ça leur apporte des avantages, c'est-à-dire une production d'électricité propre, ça n'est pas à moi seul d'en décider. Moi, je n'ai pas d'a priori contre ça, si vous voulez mon avis. Vous êtes né à Saint-Pierre. Je suis né à Saint-Pierre. Vous êtes Pirotin. Ben oui, de toujours. Vous aimez Saint-Pierre. Oui. Vous êtes maire de Saint-Pierre. Oui. Est-ce que vous aimeriez voir des éoliennes dans la baie de Saint-Pierre? Non. Clairement non. Clairement non. C'est pour ça que je dis, si c'est quelque chose qui s'implante suffisamment au large et qui ne nuit pas à, disons, visuellement à la Martinique, moi je ne vois pas pourquoi on s'y opposerait. Mais ça, c'est mon avis. D'accord. Avis personnel. D'accord. La baie de Saint-Pierre, c'est une grande baie, c'est une petite baie, c'est une moyenne baie? C'est une rade, déjà. C'est une rade, d'accord. Ça veut dire quoi? Quelle différence entre une rade et une baie? La baie, il me semble que c'est plutôt... c'est plus protégé. La rade est relativement ouverte sur le large, donc ça permet de recevoir des bateaux, mais dans des conditions peut-être moins sécuritaires que la baie de Fort-de-France. Voilà, donc c'est une rade. Les spécialistes vous diraient plus précisément la différence. Je sais que c'est pas une baie. C'est pas une baie, d'accord. Est-ce que vous aimeriez voir des grands bateaux venir à Saint-Pierre? Non. Des bateaux de croisière, par exemple? Des bateaux de croisière, non, pas des grands bateaux. Nous ne sommes pas en capacité de recevoir des grands bateaux avec 3000 passagers. La gestion au sol de ces visiteurs serait... Pour l'instant, nous ne sommes pas prêts à ça. Nous ne sommes pas prêts à ça. J'ai vu ça dans des villes métropoles. À Villefranche-sur-Mer, par exemple, qui est une ville fortifiée, très compliquée, et ils ont réussi à mettre en place l'accueil de la croisière de grande capacité. Mais nous, non, je ne le souhaite pas. Nous sommes allés chercher la croisière parce que c'est une clientèle qui est nécessaire, qui est intéressante pour les commerçants. Même les marchands vendent aux croisiéristes des choses telles que les épices, bref, des liqueurs, des choses comme ça. Bon, voilà. Donc c'est une clientèle susceptible de nous apporter une activité économique. Des magasins de souvenirs, le musée, le mémorial a une grande partie de ces touristes qui y vont. Mais ce sont des petits bateaux, des bateaux de capacité, ça commence à 150, 200 passagers, ce sont des yachts de luxe. Ils ont déjà un haut pouvoir d'achat, c'est un tourisme de niche. Jusqu'à 800 passagers, c'est le bateau qui a la plus grosse capacité, 800 passagers. Donc, ce tourisme que nous souhaitons à Saint-Pierre, c'est ce tourisme-là, qui est un tourisme émergent, qui ne cherche pas du clinquant, du bling-bling. On ne va pas les impressionner parce que ce sont des gens qui ont quelquefois des semaines qu'ils payent sur le bateau. Je me suis laissé dire que la semaine pouvait aller jusqu'à 10 000 euros. Donc ce sont des gens qui ont un pouvoir d'achat conséquent et qui n'aspirent plus à être au bord d'une piscine avec un cocktail à la main et de se trémousser sur la musique le soir. Ça, c'est pas cette catégorie. Ce tourisme-là vient chercher l'expérience humaine, la découverte du pays sous l'angle de son histoire, de sa culture, du patrimoine, voilà, de vivre l'expérience que ça représente. C'est ce tourisme-là qui nous intéresse et que Cap Nord développe, puisque c'est ce qui va être le cas pour la montagne Pelée. Nous ne souhaitons pas un tourisme voilà, d'être débordé par un tourisme qui va porter atteinte au pays en termes de... Nous voulons un développement durable et ça participe de ça. Mais ce tourisme, je ne le veux pas que pour Saint-Pierre. Je souhaite qu'il puisse être utile à tout le Nord Caraïbe. Mais aussi, c'est un marketing du tourisme martiniquais que nous avons là. C'est-à-dire que ces touristes qui viennent, ils passent une journée, ils vont avoir envie, si nous les accueillons bien et que nous leur faisons découvrir le pays, ils vont peut-être revenir en tourisme de séjour et ça va profiter à toute la Martinique. Donc nous participons à l'économie touristique de la Martinique sous cet angle-là. Saint-Pierre, c'est combien d'habitants?
Alors je précise qu'il y aura peut-être un ancrage qui sera mis pour des navires un peu plus importants, mais voilà, mais c'est pas un tourisme de masse que nous souhaitons sur Saint-Pierre. Vous voulez des gens riches. Vous voulez à Saint-Pierre des gens riches. Tant qu'à faire, le tourisme pour moi c'est un apport de devises. C'est un apport de devises qui nous vient comme ça. On ne produit pas ces devises-là. On nous les apporte. Ils arrivent, ils ont les poches remplies de... Vaut mieux qu'ils aient les poches remplies de devises, dollars ou euros, on est prêt à tout prendre. Et à nous de leur vendre ce que nous avons de mieux à vendre. Et donc, vous savez, je l'ai déjà dit peut-être ici sur votre plateau, mais c'est un Saint-Lucien. Parce que nous, on va en vacances dans la Caraïbe, hein, on est des touristes de la Caraïbe. Je vais en vacances quelques jours à Sainte-Lucie et je suis véhiculé par un chauffeur de taxi qui m'explique comment lui, il voit le tourisme et l'importance qu'il y a. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, écoutez, on a eu un économiste qui nous a fait une conférence sur le tourisme il n'y a pas longtemps, très haut niveau et tout. J'ai tout compris. Le tourisme apporte de l'argent parce que je le véhicule, je le balade à Sainte-Lucie. Cet argent-là, quand j'en ai suffisamment, eh bien, je vais pouvoir construire ma petite maison. Ma petite maison, ce sont des employés du bâtiment qui vont avoir un salaire. Ces employés du bâtiment vont aller au supermarché ou ailleurs acheter à manger. Donc c'est l'agriculture, c'est la pêche qui va fonctionner, etc. Donc c'est une filière économique, une vraie. Donc c'est comme ça que je le vois. Donc il vaut mieux qu'on reçoive des touristes qui ont de l'argent. Ça, c'est clair. Quel est le nombre d'habitants, vous m'avez dit? 4000. 4000. Quel est le budget? 7 millions en fonctionnement. 7 millions en fonctionnement. En gros. Et vous avez combien d'investissements? Beaucoup. Alors on estime que c'est beaucoup trop. Mais Saint-Pierre, effectivement, a beaucoup investi. Je prends un exemple, c'est celui de la cathédrale. Hein. La cathédrale a représenté un investissement sur 9 ans de entre 12 et 13 millions d'euros. La cathédrale seulement. Et donc, parce que c'est un bâtiment, un monument inscrit à l'inventaire des monuments historiques qui était en train de tomber en morceaux. Et donc, il fallait absolument le restaurer. D'ailleurs, c'était prévu depuis 2006 ou 2007. Mon prédécesseur a lancé les travaux en 2014. Moi, je les ai poursuivis et terminés. En grande partie, c'est donc depuis 2015. Mais il y a d'autres investissements. Nous sommes en train de réparer, restaurer une voie qui s'est effondrée dans les années 80 qui contourne Saint-Pierre et qui peut nous permettre de délester un peu la circulation, au moins pour les véhicules légers. C'est le boulevard Légré. Il porte un nom de boulevard, mais en réalité c'est d'avant 1902. Quand il y avait des calèches et tout ça, nous c'est une voie cette voie-là, c'est plus d'un demi-million d'euros d'investissement. C'est du FAI, c'est du Fonds exceptionnel d'investissement de l'État. M. Darmanin nous a fait bénéficier de ça. Donc nous sommes allés chercher cet argent-là. Ce sont des voies qui n'ont pas été restaurées depuis 1902, après l'éruption. C'est des voies de quartier fort, la rue Mont-Noël, la rue de la Reine, la rue d'Orléans, que nous avons restaurée dernièrement. Ce sont des bâtiments publics qui méritent de l'être. Alors des fois on fait des choses en régie, mais ça compte aussi en investissement. Là nous sommes, et je tiens au passage à saluer vraiment du fond du cœur le personnel de la ville de Saint-Pierre. Les agents de la ville de Saint-Pierre sont en train de restaurer, les agents de service technique, en régie, les façades de la mairie, parce que c'est un bâtiment là aussi classé patrimoine du XXe siècle, bâtiment d'architecture remarquable et qui tombe en morceaux. J'avais des barrières Vauban pour protéger le citoyen qui rentrait à la mairie parce qu'il y avait des éclats de béton qui tombaient. Donc tout ça, ça représente de l'investissement, qu'il soit fait en régie ou par le biais des travaux que l'on lance. C'est de l'investissement, c'est très lourd. Et si vous me permettez de continuer, c'est notre problème. Le fonctionnement de la ville, bon, j'ai trouvé une ville dans un état financier que tout le monde a entendu, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a entre 130 et 140 salariés actuellement. Mais je ne fais pas, on ne lance pas, l'équipe qui m'accompagne, que je salue également, qui fait un travail avec les moyens du bord. Des fois, on tire le diable par la queue. On n'investit pas uniquement pour se faire plaisir. C'est pas c'est pas une approche mégalomaniaque. Le maire de Saint-Pierre n'a pas envie juste de faire des travaux pour faire des travaux. Tout ce que nous faisons, c'est
nécessaires à l'amélioration de la vie quotidienne des Pierrotins. C'est ce qui nous importe. La rue de la Raffinerie, par exemple, que nous avons traité en régie aussi, ce sont des investissements. Les Pierrotins attendaient ça. Nous avons restauré une dizaine de rues du quartier, du centre de la ville, du quartier Mouillage plutôt, et centre, parce qu'elles étaient trouées. Nous avons fait plein de choses qui relevaient de la vie quotidienne. Parce que je n'entends pas que Saint-Pierre, les citoyens de Saint-Pierre soient condamnés à une vie de médiocrité. Et je veux qu'ils soient bien dans leur ville et qu'ils en soient fiers au-delà de ça. Donc, ça me pose quelques problèmes. J'ai demandé du temps pour rééquilibrer les finances parce que si je voulais rééquilibrer les finances, il faudrait que j'arrête tout et que je fasse de la comptabilité et que j'aurais expliqué aux Pierrotins, on ne peut pas faire autrement. Donc, effectivement, Saint-Pierre investit beaucoup, mais Saint-Pierre est bien financé. Je n'investis pas... Vous êtes en déficit alors? Oui. Vous devez de l'argent à tout le monde? Pas à tout le monde, à beaucoup. Mais là, c'est là que je voudrais intervenir. Tous nos projets sont bien financés. Les plans de financement que je présente avec mon équipe au conseil municipal sont bien équilibrés et tout ça. Mais c'est après que le problème commence. Est-ce que vous savez qu'actuellement, je vais le dire très crûment parce qu'il faut que les Martiniquais le sachent, nous avons rénové l'éclairage public de la ville de Saint-Pierre. D'accord? 940 000 € de budget. La ville a un autofinancement qui est vraiment très faible, j'ose pas le dire. 940 000 €, c'est cher. C'est cher, mais c'est pas cher par rapport à d'autres villes. Saint-Pierre est une petite ville, relativement. Bon, justement. La rénovation de l'éclairage public de la ville de Fort-de-France... Oui, mais pour Saint-Pierre, justement, c'est lourd. C'est lourd, mais c'est un éclairage public qui n'avait pas été retouché depuis les années 80. Donc on avait des boîtiers qui étaient ouverts, qui étaient susceptibles de recevoir de l'eau de pluie, etc. Figurez-vous qu'il y a des factures qui ont été remontées en septembre 2023 pour recevoir les financements européens qu'il y avait en face. Septembre 2023. À ce jour, mai 2025, 13 mai 2025, je n'ai toujours pas reçu en redescente les subventions qui sont versées après qu'on ait réalisé les travaux. On parle de remonter des factures, des dépenses, si vous voulez, et on doit recevoir les subventions qui couvrent ce chantier. À ce jour, on n'a toujours pas reçu les subventions. Depuis 18 mois. Comment vous payez les salariés? Les salariés... Les entreprises, je veux dire. Dieu merci. En ce qui concerne les salaires, c'est sécurisé, donc on arrive à payer les agents, on arrive à faire fonctionner la ville. Mais effectivement, j'ai des délais de paiement, comme on me le reproche. Après, on me dit, oui, vous avez des délais de paiement trop élevés. Mais je ne paye pas avec de l'argent. Ce n'est pas une entreprise privée. On ne génère pas de l'argent en allant. On lance des chantiers parce que, je vous ai dit, j'ai l'obligation de lancer certains chantiers. Ce n'est pas un choix. C'est quelque chose qui est nécessaire à la vie des Pierrotins. Parce que c'est ça qui m'importe. Et il se trouve que nous allons chercher l'argent. Je vous ai dit, par exemple, le boulevard des Grès, c'est du 95% de FEI, c'est-à-dire un peu moins de 95, 92% de FEI, fonds exceptionnels d'investissement, donc ce n'est pas de l'argent de la ville. Mais après, il faut que cet argent-là puisse rentrer. Et c'est les mécanismes administratifs qui retardent tout, qui fonctionnent trop lentement. Et je le dis très clairement. Là, dernièrement, on a parlé de l'entreprise, parce que je le parle, parce que monsieur le directeur de la DRFIP le sait, monsieur le préfet le sait, je n'ai rien à cacher. J'ai demandé à ce que... il y a une cellule qui a été mise en place, qui conjugue les administratifs de la DRFIP, Direction régionale des finances publiques, et de la CTM pour traiter les dossiers de demande de subvention des entreprises pour aller plus vite. Parce que sinon, c'est des étapes trésorerie locale, par exemple pour nous c'est Trinité. Ensuite, lorsque la trésorerie a fini de vérifier, ça prend le temps que ça prend, parce que ce sont des gens qui sont... C'est au niveau du Cap Nord, ça. Ça, c'est au niveau du Cap Nord, mais c'est ce que je dis là est valable pour la Martinique. Première étape, on remonte les factures là, et donc les administratifs font leur travail comme ils peuvent, parce que, je dois le dire, ils ne sont pas toujours avec les effectifs qu'il faut. Ensuite, ça passe à la CTM ou aux fonds européens qui remoulinent tout cela. Ça prend du temps, voilà. On vous demande des pièces justificatives, etc., etc. Et ensuite, c'est la DRFIP qui valide ce que la trésorerie de la DRFIP a fait et que la CTM a fait. Donc ça prend un temps fou, ça bloque de partout pour des raisons diverses et variées. Des fois aussi parce qu'il y a des choses à corriger ou à compléter de l'autre côté. Donc tout ça, ça explique des délais de paiement qui sont insupportables pour tout le monde.
Comme je dis, je n'ai pas de l'argent en mairie que je n'arrive pas à gérer. J'attends de l'argent qui m'a été notifié comme accordé pour mettre en place ces chantiers. Je ne lance pas de chantier à crédit. Mais on se retrouve... Alors j'ai demandé à ce que, les collectivités puissent bénéficier de ce mécanisme. C'est-à-dire que les factures des chantiers des collectivités qui sont pourvoyeurs d'activités économiques, parce que j'entends que les responsables du BTP vont monter voir les maires pour leur demander de lancer les chantiers. Mais avec une mécanique aussi compliquée, vous pensez bien que ce n'est pas incitateur. Ça n'incite pas à lancer des chantiers. Donc j'ai demandé à ce que les factures et les mandats émis par les collectivités, que ce soit Cap-Nord, Saint-Pierre, etc., les villes, remontent dans cette cellule-là aussi pour comprimer le temps de traitement et de faire en sorte que les délais soient raccourcis. On m'a dit oui, que ce n'était pas encore possible pour des raisons, je ne sais pas lesquelles. Mais en tout cas, moi, je déplore cela et je pense que c'est un frein à la consommation des fonds et c'est un frein aussi à l'économie de la Martinique puisqu'on n'arrive pas à consommer suffisamment vite les fonds. Donc voilà, ce n'est pas un reproche. Je ne me garderai bien de reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit, je ne suis pas là pour donner des leçons. C'est un constat, c'est un vécu. Et vous me dites comment on fait? Eh bien, effectivement, ce sont quelquefois les entrepreneurs qui en pâtissent. Et moi, je leur explique ça, et quand je leur explique ça, ils me disent, monsieur le maire, mais on ne savait pas. Ils imaginent qu'on a un budget, qu'il me revient juste de déclencher des paiements comme ça, mais non, la ville de Saint-Pierre n'a pas les fonds qu'il faut directement pour lancer tout ce qu'il y a à lancer. Et cette mécanique administrative, il faut la simplifier, il faut la booster pour que la Martinique entière puisse bénéficier de cette activité économique du BTP en particulier. Merci de pouvoir me permettre de l'expliquer. Mais je suis prêt à en discuter, hein. Je ne suis pas un homme qui détient la vérité. Je mets un problème sur la table et je suis prêt à en discuter avec qui veut. Lorsque vous obtenez des fonds européens, il faut, si je ne me trompe, que vous avanciez ces fonds-là qui vous sont donnés après par l'Europe. Est-ce que ce n'est pas un problème? C'est un problème. Ça s'appelle de l'autofinancement. C'est ce que je négocie avec des banques ou avec l'AFD. Et donc, c'est lent, ça aussi, ça fait des couches de mécanismes administratifs, mais ça ne couvre pas tout. Vous savez, la banque, elle va vous financer à 80%. Ça veut dire qu'il faut que vous trouviez dans le fonctionnement 20% pour votre part d'autofinancement. Donc tout ça, ça ralentit le système. La banque vous demande également des intérêts. Bien sûr, ça coûte. Il ne faut pas vous faire ça gracieusement. Hein. Donc ça coûte de l'argent. Tout ce que vous venez d'expliquer cela, plus ça. Pourquoi ça? Parce que ce que vous avez expliqué là, c'est vrai pour toutes les régions de France. Toutes les régions de France, et même d'Europe. Mais peut-être que des régions anticipent cette organisation-là. On m'a dit que dans le territoire d'outre-mer, par exemple, ça fonctionne plus vite à La Réunion. Donc il nous faut adapter notre fonctionnement à la complexité européenne, mais il se trouve que je me suis laissé dire que la France rajoute une couche de complexité par-dessus la complexité européenne. Donc, c'est pas une priorité alors. Pourquoi? Parce que depuis que l'Europe existe, j'entends ce genre de problème. Pourtant, moi je pense que ce serait une priorité. Vous savez quoi? J'ai entendu dernièrement, vous savez, je m'occupe de Saint-Pierre, mais de temps en temps quand même je dresse l'oreille, j'essaie d'entendre ce qui se passe ailleurs. J'ai entendu très rapidement sur une chaîne nationale que je crois que c'est le Portugal et non pas l'Espagne. Le Portugal, son économie est l'une des plus dynamiques de l'Europe en ce moment. Et elle est fortement basée sur le tourisme, entre autres, et la consommation des fonds européens. Donc, moi je pense qu'il y a quand même des choses à prendre peut-être en exemple. Allez voir ce qui s'y passe, comment on fait. On ne peut pas inventer l'eau chaude, mais en tout cas, j'ai entendu que ces deux critères-là, le tourisme et la capacité de consommer les fonds européens, est à l'origine du dynamisme économique actuel du Portugal. Pourquoi pas la Martinique? Et il n'y a que des vieilles personnes qui habitent à Saint-Pierre. Non, il y a quand même quelques jeunes. Dieu merci, il y a des enfants aussi dont l'éducation est une forte préoccupation pour moi. C'est un territoire qui est
pauvres chez les pauvres. Je m'explique. Il faut vous expliquer, là. La Martinique est à, en gros, une trentaine de pourcents, 33%, je crois, de taux de pauvreté. C'est-à-dire nous sommes 33% des Martiniquais vivent en dessous du seuil de pauvreté français. En France, c'est 14%. Eh bien, à Saint-Pierre, c'est 43%, d'après les chiffres de la CAF. Donc nous serions à 10 points au-dessus de la moyenne de pauvreté martiniquaise. Donc vous imaginez bien les familles en souffrance, une proportion de familles monoparentales. Tout ça n'est pas favorable à un contexte qui mette les enfants dans une situation favorable pour leur devenir. Donc, et là non plus, j'accepte pas cette fatalité-là. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est condamné à l'échec et à rester pauvre. Il nous faut, et nous Martiniquais nous le savons, nous sommes tous issus, pour beaucoup en tout cas, d'une misère sociale à l'origine. Ça ne nous a pas empêché de trouver, pour pas mal d'entre nous, nous avons de brillants intellectuels, nous avons des gens qui ont réussi dans tous les domaines, par l'école, par l'éducation. Et là, je suis préoccupé par ça, parce que les enseignants que j'ai l'occasion de rencontrer lors des conseils d'école, de l'école maternelle ou de l'école élémentaire, sont très inquiets, voire quelquefois déboussolés par l'évolution du comportement des enfants. Mais ça résulte aussi de l'éducation, qui est quelquefois défaillante, parce que les parents n'ont pas toujours les moyens ou les leviers qu'il faut pour accompagner les enfants. Tout le travail ne peut pas être fait par l'enseignant. Et là aussi, c'est une source aussi de difficultés pour le maire de Saint-Pierre, qui est appelé par les enseignants à renforcer l'encadrement périscolaire pour leur permettre d'enseigner dans de bonnes conditions, parce qu'ils ne peuvent pas courir après des gamins turbulents, qui quelquefois, c'est pas qu'à Saint-Pierre, hein, des gamins qui sont perturbateurs et qui, à 3 ou 4, perturbent toute la classe et qui hypothèquent l'avenir de toute la classe, parce que, voilà. Donc, ils nous demandent de renforcer l'encadrement, mais l'encadrement, c'est du personnel. L'encadrement, c'est du personnel, c'est de la masse salariale. Et de l'autre côté, on me dit « Ah oui, monsieur le maire, il faut réduire la masse salariale, parce que vous êtes en déficit. » Qu'est-ce que je fais? Alors j'explique aux enseignants, car l'enseignante qui me demande de rajouter une ATSEM, c'est-à-dire une tati, dans sa classe, pour en mettre 2, parce qu'elle devient impuissante, elle ne s'en sort pas. Et moi, je lui dis « Écoutez, vous en avez déjà une, je suis au-dessus de ce que la loi m'impose, avec un regard un peu désapprobateur de l'administration et du préfet, et vous me demandez de rajouter encore. Non, ça ne va pas être possible, je suis obligé de dire non. Donc je crois que ce n'est pas un problème là, pierrotin, mais c'est un problème qui est accentué peut-être sur d'autres territoires. Nous essayons d'accompagner au mieux cet angle de notre politique, l'éducation. Nous avons une politique qui est bien formatée, hein, qui est renforcée parce que nous avons une convention territoriale globale avec la CAF qui nous finance une partie des salaires de notre chargée de la politique de l'enfance et de la jeunesse. Je cite son nom, c'est Mme Servan-Bourges qui fait un travail extraordinaire. Je pourrais citer d'autres noms, hein, des agents de la ville. Je peux citer des... Ça me fait un peu de peine de perdre un agent qui était formidable, très engagé, M. Alain Annette, du côté des services techniques, qui faisait tout avec les moyens du bord. Il est relevé maintenant par une jeune dame. Il est parti à la retraite. Pendant que j'étais absent. Et donc je vais le revoir pour que l'on marque ce départ, mais il est remplacé par une jeune femme qui s'appelle Mme Mélanie Montabor, que nous allons... Tous ces agents, que ce soit à l'état civil, avec Mme Mélézan, Monsieur Mélézan au service technique, tous ces agents et les agences des espaces aériens se défoncent. Là, j'ai eu des félicitations, par exemple, nous sommes en train de déployer le MED Saint-Pierre, mais mes agents sont partout, la police municipale avec Mme Brianto et ses agents, tout le monde s'engage, tout le monde. Je ne veux pas aller plus loin parce que je vais citer toute la mairie, mais voilà, donc
comment dire, je suis préoccupé par cette chose-là. J'ai perdu un peu le fil, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a comme activité économique à Saint-Pierre? Vous avez parlé donc du BTP grâce au chantier que vous avez ouvert. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers qui se mettent en place? À part les commerçants qui travaillent un petit peu avec les touristes, qu'est-ce qu'il y a comme activité économique à Saint-Pierre? Nous avons les activités des carriers, qui embauchent quand même du monde hein, et qui produisent. Hein, malheureusement, ça ne rapporte pas grand-chose à Saint-Pierre. Carrier, c'est quoi? C'est un producteur de matériaux qui fournit les matériaux, 60% des matériaux du BTP qui permettent de faire les routes et autres en Martinique viennent des carrières de Saint-Pierre. Donc ça n'est pas rien, ça nous vaut aussi cette pollution par les microparticules, c'est la poussière, c'est les camions qui traversent la ville. Je souhaite qu'on nous mette en place à terme le transport maritime des matériaux. Je sais qu'ils sont prêts à en discuter. Bon, maintenant, nous avons des administrations qui sont aussi des activités qui permettent d'embaucher du monde. Mais en dehors du tourisme, qui se décline, parce que moi je ne vois pas le tourisme juste pour les hôtels, on n'en a pas beaucoup, pas assez d'ailleurs, mais c'est de l'activité économique, c'est les restaurants qui fonctionnent, c'est aussi la pêche, l'agriculture qui en bénéficie, ce sont des consommateurs, les touristes. Il y a beaucoup de croisiéristes qui viennent à Saint-Pierre, qui arrivent à Fort-de-France, oui. Qui font des randonnées, qui les emmènent à Saint-Pierre, Pelé, tout ça. Oui, qui passe à Saint-Pierre, qui ne reste pas assez longtemps. Moi, je pense que c'est le tourisme de séjour qui est le plus lucratif, entre guillemets, pour un territoire, mais on bénéficie quand même du flux des touristes qui arrivent à l'aéroport, qui arrivent par des bateaux de croisière, qui passent à Saint-Pierre, qui achètent, qui sont au marché de Saint-Pierre, ils adorent ça, ils viennent manger dans les restaurants de Saint-Pierre. Oui, l'activité touristique martiniquaise bénéficie assez puissamment. Oui, oui, oui. Est-ce que les gens sont encore les touristes, c'est-à-dire, il faut si on va en Martinique, il faut qu'on voit Saint-Pierre? Absolument, absolument. C'est une porte d'entrée du tourisme martiniquais qui n'est pas encore suffisamment valorisée. Je me réjouis que l'office communautaire de Cap-Nord fonctionne et a une de ses antennes dans la maison de la Bourse, Place Bertin. Et donc, ils m'ont dit, par exemple, que c'est un flux de 25 000 personnes qu'ils ont vu passer à la maison de la Bourse. Tous les touristes ne passent pas à la maison de la Bourse l'année dernière. Et nous sommes en train de démarrer seulement. Donc, ça veut dire qu'il y a un flux. Le mémorial a atteint, pour la première fois, son niveau d'équilibre l'année dernière, le mémorial, parce que c'était 50 000 hein, pour l'équilibre. Hein. Il y a quand même 5 personnes qui travaillent dedans, hein, 4 équivalents temps plein, donc tous les frais de fonctionnement qu'il faut découvrir. À cause du Covid et tout ça, ils avaient eu une activité en baisse, et là, ils ont atteint leur niveau d'équilibre l'année dernière, 52 000 visiteurs. Donc tout ça, c'est de l'activité économique. Vous voyez, par exemple, le mémorial, c'est 5 personnes qui travaillent dedans. D'accord, c'est à titre d'exemple, mais ce sont des transporteurs qui en bénéficient. Donc pour moi, je crois beaucoup. C'est pas, on ne va pas faire une centrale nucléaire à Saint-Pierre. Hein. Ce qu'on a à vendre de mieux, c'est ce que nous a légué l'histoire. Le patrimoine, l'histoire, c'est aussi le patrimoine immatériel. C'est la restauration, c'est l'animation musicale. Voilà. Donc pour moi, c'est de l'activité économique qu'il faut bien prendre en compte. Les forces vives d'un pays, c'est les gens de 35, 40 ans, etc. Est-ce qu'ils sont donc bons à Saint-Pierre? C'est ça que je veux un petit peu savoir. Non, malheureusement, à Saint-Pierre, comme toute la Martinique, vieillit. Et donc, nos jeunes, justement, il faut qu'on se préoccupe, justement, par l'angle du développement économique. Parce que quand on se désespère de la violence ou autre, etc., il y a un traitement qui court moyen terme, c'est le développement économique pour donner d'autres canaux d'espérance et d'expression à cette jeunesse. Je parlais de l'éducation et tout ça, mais ça c'est à long terme, parce que là aussi, c'est une source potentielle de déboire et de déshérence à long terme. Donc il faut être à la source, mais aussi, il n'y a pas que ce qui est à mettre en place hein, face à cette montée de la violence, à savoir
que cette montée de la violence, elle est repérée aussi à Marseille, à Paris, à Nantes, à Rennes, partout. Et donc pourquoi la Martinique serait à l'abri de ça et s'il y a un traitement, j'ai envie de dire, curatif à mettre en place. Et le préfet, je crois qu'il a rencontré le maire de Fort-de-France, il s'est mis au travail là-dessus. Mais pour moi, le gros problème de cette fuite de matière grise, de cette jeunesse, de cette énergie, parce que j'ai vu partir de Saint-Pierre des personnes qui n'étaient pas forcément très jeunes. Hein. J'ai vu une dame, je ne citerai pas son nom ici, mais ça m'a fait de la peine quand elle est venue m'annoncer qu'elle partait. Elle avait 52 ans. Elle avait encore des enfants en bas âge. Elle est partie comme ma mère, elle est partie dans les années 60, à 55 ans, parce qu'il y avait aussi un problème de perspective à ouvrir pour ses enfants. Cette dame, Pierrotine, est partie à 52 ans avec ses 3 derniers enfants. Elle est allée où? Dans l'Hexagone, je ne sais pas très bien où. Oui, elle est partie en Hexagone pour s'ouvrir d'autres perspectives. C'était une grosse travailleuse. Un jour, je l'ai prise en stop. Elle était, quand je travaillais encore, j'étais entre Lorrain et Saint-Pierre, je l'ai prise en stop à la croisée du Poteau, c'est ça. Elle revenait d'une plantation de bananes à Basse-Pointe. Et elle était en train de faire du stop à la nuit tombée. Il pleuvait à ce carrefour. Quand je l'ai vue, j'ai freiné, j'ai fait marche arrière, je l'ai prise, elle me dit « Ah, monsieur le maire, je te remercie. Tu vois, il pleut, heureusement que tu m'as pris en stop parce que mes enfants m'attendent pour un chocolat pain au beurre, parce que chaque fois qu'il pleut, je leur fais un chocolat pain au beurre. » Elle a appelé ses enfants pour dire « Le maire m'a pris en stop. » Vous voyez, voilà encore un problème. Ça démontre que cette dame-là, qui était courageuse et tout, se voyait freinée par des problèmes de transport qui n'existaient pas. Maintenant, le transport, Martinique Transport pallie un peu à cette carence, mais à l'époque, il n'y avait pas Martinique Transport. Et pourtant, elle allait jusqu'à Basse-Pointe travailler sous la banane. Donc on ne dit pas que les Martiniquais sont feignants, mais au bout d'un certain temps, désespérée, elle a pris son billet d'avion avec ses 3 enfants et elle est partie. C'est une source, une force vive de la Martinique qui est partie. Il n'y a pas que les jeunes brillants que nous formons et qui malheureusement restent après leurs études supérieures là-bas. Donc c'est toute la dynamisation de l'économie martiniquaise sous tous les angles, et nous avons des atouts pour ça, qu'il faut activer pour que notre population puisse trouver sa place et que ceux que nous souhaitons voir revenir puissent revenir également. D'accord. Vous êtes maire de Saint-Pierre depuis quand? Depuis combien de temps? 2015. 10 ans exactement cette année. 10 ans. Vous allez vous représenter? Écoutez, j'ai envie de dire que je n'aime pas cette formule, mais je suis presque réquisitionné par beaucoup de Pierrotins qui me disent « Monsieur le maire, tu as commencé un travail, il faut que tu puisses continuer à le faire. » Voilà, moi je n'aime pas jouer l'homme providentiel ou celui qui est absolument indispensable, mais il se trouve qu'avec l'équipe qui m'accompagne, nous avons lancé beaucoup de choses et je n'ai vraiment pas envie de voir Saint-Pierre faire marche arrière. Donc nous avons un gros problème qui est celui des finances. Je suis en dialogue avec l'État actuellement, le préfet, pour signer un 2e plan quorum. Nous avons trouvé une situation désastreuse. Nous la corrigeons au fur et à mesure parce que je ne veux pas hypothéquer l'avenir de Saint-Pierre et de ses habitants uniquement pour cela. Je pense qu'il faut que l'État accepte sa part de responsabilité dans cette affaire. Ce n'est pas moi qui ai mis Saint-Pierre dans cette situation-là. Donc avec la confiance de l'État, avec la confiance des partenaires, avec la reconnaissance que cette ville a quelque chose de particulier, Saint-Pierre n'est pas ordinaire, c'est pas par arrogance ou que je dis ça, c'est une réalité. C'est une ville qui est en reconstruction depuis 1902, qui n'a jamais pu bénéficier d'un plan de reconstruction en profondeur. C'est une ville qui est sous préfecture, qui supporte des flux qui sont particuliers. C'est comme le reconnaissent les 260 villes qui se sont identifiées auprès de l'État pour dire nous sommes ville sous préfecture. Nous supportons par exemple des flux du fait que nous avons des administrations, nous avons des choses qui sont très particulières. J'ai Martinique Transport qui s'est implanté là, c'est pas pour rien. J'ai la CTM qui se prépare à implanter la première antenne délocalisée de la CTM sera implantée à Saint-Pierre. Je suis en négociation avec la CTM. Nous avons la préfecture, nous avons les impôts, nous avons France Travail, nous avons... voilà. Donc, nous avons des choses que nous supportons qui sont bien au-delà de ce qu'une ville
de 4000 habitants doit supporter. Ma police municipale, par exemple, qu'on juge trop pléthorique, j'ai 2 policiers et 4 ASVP. Ah bon, quand même. Et il faut gérer tout ce qu'il y a à gérer avec ça. Donc, moi, je veux que l'État reconnaisse sa part dans cette affaire-là. Je voudrais qu'on puisse mettre en place un plan d'accompagnement de cette ville qui lui soit particulier. Et donc, c'était déjà le cas du Grand Saint-Pierre, ça a été raté, mais c'était dans cet esprit-là que j'avais, avec Manuel Bonheur, travaillé à la mise en place du Grand Saint-Pierre. Mais maintenant on n'a pas optimisé cela. Donc, oui, je suis prêt, même si ça me coûte, à titre personnel, en énergie, quelquefois en investissement personnel. Vous seriez ennuyé si vous n'aviez rien à faire. Je me serais ennuyé? Oui. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais j'aurais trouvé d'autres choses. J'aimerais bien voyager. J'aimerais bien lire un peu plus. J'aimerais bien avoir un peu plus de temps pour moi, pour mes enfants et autres. Mais bon, il se trouve que l'investissement pour la collectivité, pour une population qui en a besoin, c'est aussi une satisfaction et quelque part le sentiment d'être utile. Donc, j'aime l'action. Vous êtes pharmacien de profession? Pharmacien spécialisé en biologie. D'accord. Les mots sont importants quand on les dit, hein, ils ont un sens. Et parlant de Saint-Pierre, vous dites j'aimerais bien une politique d'accompagnement. Vous auriez pu dire une politique de développement. Vous dites accompagnement. On accompagne, quand on est de l'assistance sociale, on accompagne. Donc vous fonctionnez un peu comme ça, quoi. Ah, tout à fait. Vous avez dit une politique de développement. C'est-à-dire que c'est nous qui devons être les moteurs des développements, c'est nous qui devons avoir la vision. Et je demande à ce qu'on nous accompagne vers notre propre vision, notre propre choix. Vous n'avez pas fait de plan de développement. Vous êtes là depuis un bon moment. Hein. On n'a pas de plan de développement, mais en tout cas, ça se développe. Oui. Moi, je ne suis pas un homme de plan, je suis un homme d'action. Vous savez, en Martinique, il y a tellement de plans, tellement de programmes. Il n'y a que des programmes, des schémas. Voilà. Un vrai plan de développement. D'ailleurs, je voudrais vous poser la question. Vous trouvez normal qu'il y ait sur un petit pays comme le nôtre, qu'il y ait Cap Nord, l'espace sud, le centre, enfin, que ce soit balkanisé comme ça? Non, c'est pas balkanisé, c'est l'administration française qui prévoit de ça. Et c'est une bonne chose. nos communautés d'agglomération ne sont pas des petites communautés, d'après ce que j'entends, je vois les témoignages de mes collègues de métropole démontrent que non, c'est justifié. Ce qui est regrettable, c'est que nous n'avons pas encore atteint le niveau de remontée ou de mutualisation de certaines communautés d'agglomération de métropole. Vous imaginez qu'en métropole, nous avons des petits villages qui font 300, 600, 800 habitants, qui ne peuvent pas porter des politiques de développement ou des politiques simplement de gestion de la vie quotidienne. Donc c'est mutualisé au niveau des communautés d'agglomération. Alors des fois, c'est pas l'idéal, hein, et j'entends râler, hein, mais au moins il y a une logique qui est là et qui nous reste peut-être à approfondir. Mais je voudrais revenir sur ma vision du développement de Saint-Pierre. Vous savez, ma petite formule actuelle, c'est que moi, dit que la France qu'a doué nous. Pourquoi je dis ça? C'est que Saint-Pierre... vous avez bien dit la France. La France. Parce qu'en général, vous dites la métropole. Là, vous allez changer. Pourquoi? Vous m'avez fait la remarque déjà. La France, c'est globalement... Hein, oui, qu'a doué nous. Parce que Saint-Pierre a contribué à faire la France. Pas Saint-Pierre seulement. Je m'explique. Le préfet Robin, en arrivant, m'a découvert, il y avait un petit pot pour son arrivée. Quand il a entendu que j'étais le maire de Saint-Pierre, « Ah, monsieur le maire de Saint-Pierre, qu'est-ce que je suis heureux de vous rencontrer. Est-ce que vous savez que j'ai découvert par une brochure du Figaro que Saint-Pierre fait partie des 100 lieux qui ont fait la France ?» J'ai sursauté. Et donc, il m'a dit, écoutez, je vais vous faire avoir cette brochure. Cette brochure, je l'ai dans mon bureau. Il y a plein de villes qui ont été des tournants dans l'histoire de France. Et Saint-Pierre a été inscrit par les journalistes du Figaro dans les 100 lieux qui ont fait ça. Ils ont mentionné seulement l'éruption de la montagne Pelée et les 28 000 morts. D'accord?
Mais ils auraient pu aussi parler de ce que, que Saint-Pierre était avant, c'est-à-dire de hub économique de la France coloniale, l'un des hubs économiques les plus puissants de la France coloniale de l'époque, qui ont enrichi toutes comme vous le savez, les villes portuaires de Nantes, de Saint-Nazaire, de Bordeaux, etc. Et qui ont apporté énormément de richesses à la France, qui ont contribué à la richesse de la France de l'époque. Le mieux placé pour le savoir, c'était l'ex-maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, ex-premier ministre, qui est venu passer trois jours de son temps personnel à Saint-Pierre dans le cadre de la promotion de la fondation dont il a la présidence, la fondation de la mémoire de l'esclavage et des abolitions. Je l'ai rencontré à Saint-Pierre et je lui ai fait découvrir tous les lieux qui ont marqué l'esclavage et l'abolition à Saint-Pierre. Lui, il sait. Il sait ce que Saint-Pierre a rapporté à sa ville, que les grandes familles, beaucoup de grandes familles nantaises sont riches de ce commerce triangulaire, mais aussi les épices et autres. Là. Nous avons été importants dans l'histoire de France. Nous sommes français depuis 1635. Nice ne l'est que depuis 1864, je crois. L'Alsace et la Lorraine aussi. Donc nous avons contribué à construire la France. Et en retour, qu'est-ce que nous avons? Un regard très distancié. Quand nous arrivons en France, on a l'impression d'être toléré, d'être un peu machin. On ne sait pas trop ce qu'on fait là. Honnêtement, vous n'êtes pas à l'aise en France. J'ai pas dit ça. Vous avez dit que vous avez... on s'appelle sur vous tolère. Vous n'êtes pas à l'aise. Non, c'est... Je vais être très très loin. C'est que les Français ignorent, ou on ne leur a pas appris, comme nous, on nous a appris ici l'histoire des Gaulois et des Romains, on a oublié d'apprendre à la France, c'est pas moi qui le dis, ce sont des amis français de l'Hexagone qui disent on ignore ces histoires-là. On ne sait pas l'histoire coloniale de la France. Parce que la France a peut-être mis cette histoire sous l'été noir parce que ça la dérangeait, mais il se trouve que c'est l'histoire. Je ne suis pas un revanchard. Je ne me demande pas ce qu'ils appellent vous savez, se mettre à genoux, là, comme on dit ça déjà, de la repentance, parce que les Français actuels ne sont pas ceux qui nous ont esclavagisés, il faut dire esclavisés, c'est bien, on joue avec les mots, mais qui nous ont... c'est pas les mêmes, Fanon l'a dit, mais il y a une reconnaissance. Nous ne sommes pas là par hasard, nous ne descendons pas de Mars, ou de machin, nous sommes partie prenante, et donc il faut que cette reconnaissance aille jusqu'à reconnaître que ces territoires-là, et là je reviens à ma casquette de maire de Saint-Pierre, je ne souhaite pas, et je l'ai dit d'ailleurs au président de la République quand il est venu en 2018 à Saint-Pierre, que Saint-Pierre n'est pas une ville d'art et d'histoire exotique ou tropicale, c'est une ville d'art et de l'histoire de la France. Et donc à ce titre, il devrait y avoir un accompagnement plus puissant de l'État pour rattraper ce qui a rattrapé. Quand je vais en France hexagonale et que je vois les villes d'art et d'histoire où je vais, tout est beau, il y a des petites rues pavées, il y a des machins, il y a des petits lampadaires, etc. Quand je vois Saint-Pierre, nous avons de la marge. Et donc, ce n'est pas une ville de 4000 habitants, isolément, à qui on dit « Ah ouais, vous avez un budget de 7 millions d'euros, alors il faut faire avec le budget. » Non. Il y a quelque chose qui dysfonctionne là. Il y a un discours que je veux entendre. Alors, je ne suis pas irresponsable. Parce que je sais que le préfet va peut-être regarder cette émission, je ne sais pas. Je suis prêt à discuter du fait que la France actuellement est dans une situation financière exécrable. On ne peut pas inventer ce qu'on n'a pas, mais il faut déjà reconnaître. Je ne veux pas qu'on nous dise qu'on est pauvre et qu'on va rester pauvre jusqu'à la fin des temps. Il était à Saint-Pierre le 8 mai, je lui ai montré l'état de l'ossuaire construit en 1922, suite à cette éruption qui est la plus grande catastrophe naturelle du XXe siècle, et qui a tué, comme je l'ai dit, non pas 28 000 Pierrotins. Les Pierrotins qui sont là actuellement ne sont pas concernés, ils sont venus de partout, comme ma grand-mère et ma mère sont venus de Rivière-Pilote, d'autres sont venus de la côte atlantique, du Lorrain, de Sainte-Marie et tout ça. Les Pierrotins qui sont là n'ont rien à voir avec l'éruption. Hein. Ils sont venus réinvestir le territoire. Ça a tué 28 000 Pierrotins de l'époque, mais 28 000 Martiniquais et 28 000 Français. C'est bien une catastrophe nationale française. Et beaucoup de Français ignorent cette histoire-là. Donc il est venu, monsieur le préfet, je le remercie. Il a déclaré que cette cérémonie était très émouvante. Il a découvert un ossuaire à l'abandon. C'est un cimetière où viennent des gens du monde entier, des touristes qui connaissent l'histoire de la catastrophe de Saint-Pierre. Ils viennent devant cet ossuaire. C'est une honte pour la Martinique d'avoir un ossuaire dans un tel état qui trace la perte de 28 000 Martiniquais.
28 000 Français. Et je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas à la fois restaurer la mairie et puis restaurer l'ossuaire. Nous sommes allés chercher 240 000 € pour mettre le cimetière à niveau de ce qu'il devrait être réglementairement, parce que j'en suis là. J'ai trouvé un cimetière qui ne respecte pas la réglementation, tout simplement. Donc nous sommes en procédure de restauration de ce cimetière pour le faire monter au niveau d'obligation réglementaire. Mais je n'ai pas l'argent pour restaurer cet ossuaire qui est un emblème de l'histoire de Saint-Pierre, mais de la Martinique et de la France. Donc il m'a compris, je crois qu'il a compris. Donc on ne va pas trouver les solutions tout de suite, ça va être sur le moyen long terme. Et c'est pour ça que tous ces dossiers qui sont lancés, il faut avoir la motivation. Hein. Vous savez, il y a 3000 maires qui démissionnent en France et en Navarre. Quand vous voyez ce qui pèse sur les épaules de maire, il faut actuellement être très très motivé. J'ai la chance d'être à la retraite, d'avoir un peu d'énergie, mais surtout d'aimer ma ville de façon inconditionnelle. Et je voudrais donner de belles perspectives aux Pierrotins qui sont dedans et de leur donner de l'espoir et de la fierté. Vous aimez votre ville de façon dramatique, parce que vous êtes l'élite de ce pays. Vous n'êtes pas l'élite de Saint-Pierre, vous êtes l'élite de ce pays. Et ce n'est pas Saint-Pierre qui a participé à la richesse de la France, pas du tout Saint-Pierre. C'est l'ensemble de la Martinique. Oui. C'est l'esclavage. Oui. C'est le fait que des êtres humains ont été mis pendant plusieurs siècles au service de la France et qu'ils ont fait la richesse de la France. Tout à fait. Et vous avez raison. Il faut le dire à la France aujourd'hui. Nous vous regardons à hauteur d'homme, parce que si vous êtes là où vous êtes, c'est parce, en grande partie, grâce à nous. D'ailleurs, je me rappelle que Louis XV, quand on lui avait proposé de donner soit aux Anglais, soit le Canada, soit Saint-Domingue, avait choisi de leur donner le Canada, tellement Saint-Domingue, donc les Antilles, était important pour la France, quoi. Donc nous sommes partie prenante de la richesse de la France. Et ce que nous avons à demander aujourd'hui, c'est aucune reconnaissance, c'est l'égalité. D'être traité exactement comme les autres Français. Exactement. Puis c'est tout, quoi. Vous avez tellement raison que je vais au-delà. Je vous ai pris Saint-Pierre comme exemple parce que je suis maire de Saint-Pierre. Je suis maire de Saint-Pierre et Saint-Pierre a eu quelque chose, a eu la double peine parce qu'il y a la catastrophe en plus. D'accord? Donc c'est aussi pour ça que je demande un regard particulier. Saint-Pierre n'a jamais bénéficié d'un plan de réhabilitation ou de restauration digne de ce nom. On laisse Saint-Pierre se reconstruire au fur. Mes prédécesseurs ont fait leur travail hein, avec les moyens du bord. Il s'agit de reconnaître aussi qu'ils ont été peut-être, pour certains, Paul-Pierre Charles, etc., ont certainement été dans des situations beaucoup plus complexes encore que moi. Voilà, mais c'est la Martinique, mais c'est aussi tous les pays qui ont été colonisés par la France. Je vais même au-delà. Pourquoi, si on voulait, si on nous dit par exemple, ah ouais, mais vous êtes en train d'aligner des mots, faire du verbiage. Non, on a du concret. Pourquoi la France a demandé cette espèce de dîme, comment on pourrait appeler ça, une espèce de rançon à Haïti pour l'autoriser à être indépendante? C'est parce que la France y perdait énormément. Et c'est une somme monstrueuse qui a été demandée à Haïti, qui trace le fait que ces îles contribuaient fortement à la richesse du pays. Alors encore une fois, je ne suis pas dans demander à ce qu'on revienne sur le passé indéfiniment et tout ça, mais je demande à ce qu'on connaisse cette histoire. Il y a beaucoup de Français qui ne connaissent pas cette histoire, qui ne savent pas de quoi on parle, et on leur fait croire qu'on est là tout à fait par hasard, et qu'on est tolérable. Non, on a construit avec notre force, les esclaves ont donné corps et âme et leur sang dans cette affaire-là. C'est très important de dire ça de plus en plus, parce qu'on regarde l'esclavage du France, même le 8 mai et tout ça, comme s'ils ont pitié, bon, les pauvres esclaves. On va comme s'ils n'étaient pas concernés. Alors que vraiment tous les pays qui se sont développés en Europe étaient des pays colonisateurs. Oui. L'Angleterre, la France, la Hollande, etc. étaient des pays colonisateurs. Et c'est les colonies qui ont fait la richesse de l'Europe, c'est une évidence. Absolument. À l'époque, c'était les épices, c'était le cacao, c'était le coton, c'était ce genre de choses. On a fait la richesse de l'Europe. Et je reviens à Saint-Pierre, juste une petite anecdote, pour l'ignorance aussi de cette
de cette monstruosité de la catastrophe de 1902. Un jour, je suis à Paris et je découvre qu'il y a une exposition au Grand Palais sur Pompéi. Alors j'y vais avec mon épouse et je découvre donc l'intérieur, c'est très bien, avec tout ce qu'il y avait à faire, comment était Pompéi dans l'histoire, des sons et lumières pour reproduire les bruits de l'éruption, le bruit des lapidis qui tombent sur des maisons et tout ça. Et à un moment donné, je dis à mon épouse, mais attends, qu'est-ce que Saint-Pierre a de moins à raconter? Pompéi, c'était il y a des millénaires. Là, Saint-Pierre, c'était au XXe siècle. C'était en France. Pompéi n'est pas en France. Et il y a beaucoup de Français qui ne connaissent pas l'histoire de Saint-Pierre, l'histoire de leur pays. Donc soit on est dedans, soit on n'est pas dedans. Et donc ça mérite d'être corrigé. Encore une fois, il n'y a aucune acrimonie ou de demande de vengeance ou quoi que ce soit. Non, non. Là, je suis simplement en train de constater que nous ne sommes pas pris en considération comme ça devrait l'être. En tout cas, pas encore assez. Est-ce que la sécurité est un problème pour vous en Martinique aujourd'hui? Oui, c'est un grave problème. Tous les Martiniquais s'en préoccupent, constatent que ça va crescendo. J'apporte mon plein soutien au maire de Fort-de-France parce que, bon, apparemment, sur la douzaine de morts constatées depuis le début de l'année, il y en a 8 à Fort-de-France. Donc, ça n'est pas facile à gérer pour un maire. Là, je crois qu'il y a, c'est pas que je crois, il y a une réunion avec le préfet qui semble, qui apparaît très conscient de ce qui se passe et qui va se faire le relais auprès du gouvernement pour qu'il y ait des plans d'urgence de mise en place pour juguler cette montée de la violence qui est inacceptable et qui, voilà, ça devient insupportable. Mais comme je le dis, il y a le court terme, le moyen terme et le long terme. À Saint-Pierre, Dieu merci, nous sommes un peu hors champ de cette violence. Nous avons eu nous avons eu des épisodes, hein, depuis que je suis maire, des jeunes qui se sont entretués même, mais c'est pas aussi intense. Et donc, mais ça pourrait venir. Dans les communes, ce sont des réservoirs de souffrance, de pauvreté qui pourraient être la source de violence. Parce que justement, ces jeunes-là n'ont pas de perspective. Déjà, ils n'ont pas eu l'accompagnement scolaire, et donc ils se retrouvent dans des situations de désespérance, ils peuvent se laisser tenter par... donc il faut aller en prévention maintenant, à ce niveau-là. Bon, moi je suis maire, hein, donc je ne suis pas ni juge ni préfet, mais je souhaite par exemple contribuer par la mise en place de cette brigade nautique maritime qui nous est annoncée, parce que Saint-Pierre, effectivement, avec sa rade, justement, peut être une porte d'entrée de trafic humain, mais aussi d'armes ou de drogue, oui. Et il faut mettre en place, contribuer à cette surveillance de nos côtes, qui sont des portes d'entrée de tous ces trafics-là. Pour donner un exemple concret, l'un de mes colistiers, de mes élus, Gaspard Ferrati, a dû une fois alerter la douane elle-même, lui-même, parce qu'il y avait un bateau de plaisance qui ressemblait à un bateau de plaisance, qui était accroché à une bouée, d'ailleurs qui n'était pas la bonne, c'était une bouée de plongée à l'époque, hein, qui indiquait les épaves. Depuis 12 jours ou 15 jours, de façon très bizarre, signalée par des Pérotais en disant, monsieur, on a su après qu'il y avait des petits allers-retours de nuit vers la rive, en fait. Et donc, de toute évidence, la douane est allée et a trouvé des personnes qui étaient en situation irrégulière, c'est-à-dire des étrangers. Ce n'étaient pas des migrants, c'était des gens qui étaient là, positionnés certainement comme intermédiaires de trafic quelconque, on ne sait pas lequel. Donc ils sont restés plusieurs heures à bord en train de contrôler tout ce qu'il y avait. Donc ça a l'air banal, mais voilà ce qui peut nous arriver et qu'il faut absolument corriger tout de suite, juguler tout ça. Ok. Pourquoi vous parlez de brigade nautique? C'est une brigade de gendarmerie nautique qui a été mise en place par le général Baquette avant qu'il ne parte, parce que c'est stratégiquement, Saint-Pierre nous a expliqué, était donc une position stratégique pour la surveillance de toute la côte nord Caraïbe.
voilà, c'est un positionnement voilà, qu'il a jugé stratégique. Vous avez suivi la guerre d'Ukraine? Pas spécialement, enfin je sais pas, je suis comme peut-être beaucoup d'autres personnes que moi, mais pourquoi cette question? Ah là, vous me causez une colle. Mais non, mais vous savez, vous n'avez jamais autant entendu parler de drones que pendant la guerre d'Ukraine. Oui, oui, bien sûr, c'est une évidence, bien sûr, c'est une évidence. Alors pourquoi en Martinique on parle de brigade nautique lorsqu'on a découvert l'existence des drones et ce qu'ils sont capables de faire? Je veux dire que vous, Martiniquais, vous êtes un maire de Saint-Pierre et vous venez de le dire, vous êtes très impliqué dans ce trafic. Parce que le problème, c'est pas qu'il y ait des délinquants, c'est que les délinquants soient aujourd'hui mieux armés que les forces de l'ordre. C'est ça le problème, des kalachnikovs. C'est extrêmement dangereux. Pourquoi est-ce que vous, Martiniquais, nous ne réfléchissons pas nous-mêmes à comment faire? Vous m'avez parlé du général, de la préfecture, du gouvernement. Pourquoi vous n'avez pas un plan pour protéger notre pays? C'est pas. Alors, le politique que vous êtes, c'est pas votre travail, à votre avis? À mon niveau, je ne suis pas décideur. Je peux suggérer, je peux attirer l'attention, je peux soutenir. Effectivement, j'ai soutenu l'installation de cette brigade nautique à Saint-Pierre, puisque bon, on m'a consulté. Mais attendez, je pense qu'il n'y a pas de solution unique et absolue qui va régler le problème. Je pense que les drones peuvent être dans la combinaison d'outils, parce que les drones, une fois qu'ils ont repéré le navire au large, qui est-ce qui va y aller? Ce sont des gendarmes qui vont y aller, donc ça peut partir de Saint-Pierre et aller plus vite. Moi, je ne suis pas gendarme, lui, il a jugé que... Vous savez, il a même réinventé les gendarmes à cheval. Ça peut paraître désuet, ridicule, mais il nous a expliqué pourquoi. Pourquoi? Il a tenu une réunion au Carbet, j'étais pas le seul invité, tous les maires de la côte, il nous a expliqué l'évolution des choses en Martinique. Il nous a dit, mais il faut comme les nègres marrons, les trafiquants. Ils savent que les voitures, tout ça, ne peuvent pas aller, donc ils descendent dans des fonds, dans des mornes, ils montent dans des mornes, ils descendent dans des fonds, ils restent là, personne ne peut aller les chercher. Eh ben, il a remis les gendarmes à cheval, parce qu'à l'époque, c'était une façon d'aller chercher les brigands dans les mornes. Donc voilà, donc ça paraît désuet, ça paraît vintage, mais pour autant, ça correspond à une nouvelle façon de gérer cette plaie qui est le trafic. Ils ne sont pas plus bêtes que nous, ces trafiquants vont se... Ça, c'est pour économiser les hélicoptères, quand même. Oui, mais non, mais il nous a expliqué que l'hélicoptère ne sert à rien. Les gars sont même dans le champ de Cannes, par exemple, ou dans un champ comme ça, il nous a expliqué que être au-dessus du cheval, ça permet d'avoir une vision plus... voilà. Mais je ne pense pas qu'il ait fait ça tout à fait à la légère. Il a réfléchi avec ses collègues, avec comment dirais-je, les gendarmes, et ils ont jugé que c'était intéressant. Oui. Tous les gendarmes du monde peuvent me donner une solution. Ça ne m'interdit pas, moi, de réfléchir aussi. Bien sûr. C'est ce que je vous demande à vous, élus martiniquais. Pourquoi nous ne réfléchissons pas nous-mêmes à nos problèmes? Pourquoi c'est toujours les préfets, les gendarmes, etc. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... Voilà, on a un vrai problème de sécurité en Martinique. Vous vous rendez compte, à 7 h du matin, on est en train d'en tirer de la Kalachnikov à Fort-de-France. Et puis, on va voir le préfet. Ils en ont rien à foutre, ces gens-là, en réalité. Je ne peux pas dire ça, non. Je ne vais pas laisser dire ça. On peut y réfléchir, mais qui est-ce qui a les moyens? Si vous réfléchissez, que vous proposez un plan au gouvernement, il n'y a aucune raison qu'il ne l'accepte pas. Oui, je suis d'accord avec vous. Ben donc, ce n'est pas le seul domaine. Oui, c'est tous les domaines. Et c'est ce que nous revendiquons. D'ailleurs, on dit que nous sommes les meilleurs spécialistes de nos propres problèmes. Maintenant, il reste à en faire la démonstration quand nous sommes face au problème. Malheureusement, nous n'arrivons pas assez souvent à anticiper. Nous sommes devant, à chaque fois, ce qu'on appelle en médecine du curatif. C'est-à-dire que le problème est là, on essaie de le gérer, mais on ne l'a pas anticipé. Et c'est ce que je regrette aussi, dans certains domaines. Mais je ne suis pas là pour donner des leçons. Hein. Je suis faillible aussi. Vous êtes là pour donner des leçons. Attendez, vous avez fait des études supérieures, vous êtes martiniquais, vous êtes l'élite de ce pays. C'est votre responsabilité. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire, bon, ben, on va réparer les pierres de Saint-Pierre. Bon, c'est bien. Il faut le faire. Mais il n'y a pas que ça, quand même. Il y a la Martinique entière, quoi.
qu'il faut prendre en compte? Non, vous savez que je vous renvoie, parce que la crise que nous avons vécue dans le dernier trimestre 2024, je croyais l'avoir fait plus tard, mais j'ai donné une longue interview à vos collègues du magazine Antilla. Je suis l'un des rares à s'être exprimé. Je l'ai fait après que des Martiniquaises... nous avions une réunion de travail justement sur la pauvreté à Saint-Pierre, à la CTM, et j'étais avec des gens du service social, et je leur ai parlé de la misère, et discutais de la vie chère. Et quand elles m'ont entendu, elles me disent « Mais monsieur le maire, pourquoi vous vous exprimez pas? Pourquoi les politiques ne parlent pas? Vous êtes les pieds dedans et vous dites rien. » Et là, j'ai été mis devant le fait accompli, et donc j'ai appelé Antillais, j'ai dit « Écoutez, je veux m'exprimer. » Et donc j'ai donné une longue interview, mais dans cette interview, il y a tout ce que vous dites. C'est-à-dire que nous ne sommes pas assez proactifs par rapport à nos propres problèmes. Il faut changer le modèle politique. Nous devons pouvoir nous mettre d'accord sur le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire le minimum du minimum, c'est-à-dire les exigences des Martiniquais en termes de vie quotidienne. Je mets le transport, je mets l'énergie, je mets la sécurité, je mets l'éducation, etc. Il nous faut nous mettre d'accord sur l'essentiel. Après, on peut discuter à l'infini du niveau d'autonomie statutaire par rapport à l'Hexagone et le reste de la France. On peut discuter de vision stratégique ou des choses comme ça. Mais la vie quotidienne, je sais pas moi, on ne peut pas discuter. Les prix sont trop chers. Qui est-ce qui va dire le contraire? Voilà, donc c'est ça qu'il nous reste à faire. Je demande encore sincèrement à ce que l'on se mette d'accord là-dessus. Les Réunionnais savent le faire, dans d'autres territoires, ils savent le faire. Et parler d'une seule fois en frappant le poing sur la table s'il le faut, devant le gouvernement. Mais quand on y monte en ordre dispersé, avec son petit dossier sous le bras, et que l'autre monte le lendemain ou la semaine suivante en disant quelque chose qui est un petit peu différent, le gouvernement, il rigole, quoi. Il dit, bon, voilà. Donc, à qui je réponds? Donc, c'est ça notre faiblesse. Je l'affirme, et je dis que, bien sûr, le modèle économique, tout ça, il faut le faire évoluer. Mais d'abord, il faut faire évoluer le monde politique. C'est ce que les Martiniquais attendent. Il ne faut pas qu'on se laisse déborder comme nous l'avons été dans le dernier trimestre de l'année dernière. Je le dis et je l'assume. Nous ne sommes pas... On va se reprendre en boomerang, un mouvement, dans quelques années, du même genre et peut-être définitif, si nous n'y arrivons pas. Nous sommes condamnés à réussir ça, à se mettre d'accord sur l'essentiel. Ça veut dire qu'il faut qu'on se rencontre, qu'on discute. Il faut qu'on se rencontre, qu'on se discute. Je me suis laissé raconter qu'à Paris, quand, je ne sais plus quel, je ne sais pas si c'est les Réunionnais ou autres du territoire d'outre-mer, quand ils montent à Paris et qu'on m'a raconté cette anecdote amusante, on m'a dit qu'un jour ils sont montés avec leur dossier et tout, ils étaient prêts et tout, et il se trouve que le ministre les a un peu débordés, les a un petit peu mis en porte-à-faux, et ils étaient un petit peu déboussolés. Monsieur le ministre, nous pouvons avoir une suspension de séance, s'il vous plaît? Ils sont obligés d'accepter, ils sont sortis dans la pièce d'à côté, ils se sont engueulés comme il fallait, ils sont revenus devant le ministre et ils ont dit voilà ce que nous on voulait. Ils se sont mis d'accord. En temps réel. Quand est-ce que nous pouvons faire ça? Moi, j'ai dit, par exemple, bon, il y a des choses qui devraient être de l'ordre du symbolique. Hein. Je l'ai dit à un de vos confrères, il y a 2 temps qui devraient rassembler les Martiniquais de façon inconditionnelle, de façon transcourant politique. Le 22 mai et le 8 mai. Nous n'y arrivons même pas. 14 juillet à Paris, du parti d'extrême gauche à extrême droite, tout le monde respecte ça, tout le monde est rassemblé pour le 14 juillet. Nous ne sommes pas capables de nous rassembler pour le 22 mai. Eh bien, je vais contribuer à le faire. J'ai eu une réunion de travail avec Garcin Malsa, qui m'a demandé une réunion de travail pour que nous puissions travailler, préparer le prochain 22 mai. Et je m'en réjouis. Nous n'avons pas du tout les mêmes options politiques, mais il a compris que j'étais un nègre comme lui, que nous étions héritiers de la même histoire, voire frères de la même histoire, et que le 22 mai n'appartient pas à un parti politique, ça appartient
aux Martiniquais, aux nègres. Nous avons, voilà. Donc, nous allons préparer ensemble la commémoration de sa 25e année du convoi de la réparation. Il m'a dit, nous sommes dans le quart de siècle du convoi. Est-ce que tu acceptes, monsieur le maire, que l'on fasse quelque chose de particulier à Saint-Pierre? J'ai dit oui, sans hésiter. Je disais que je ne mettais pas le 22 mai au même niveau que la date d'obtention de la départementalisation, parce que nous ne sommes pas encore totalement d'accord sur la relation statutaire à la France. La preuve, la création de la collectivité territoriale de Martinique, c'est une volonté aussi martiniquaise. Donc je pense que ce n'est pas à mettre au même niveau. Le 22 mai, c'est quelque chose qui est, que tous les humains que nous sommes doivent partager, sans condition. Là, c'était question de liberté de l'individu, voilà, donc je ne sais pas comment le décrire. Mais en tout cas, nous sommes en train de réussir ça avec Garcia Malsal. J'espère que ça va pouvoir inciter d'autres à nous rejoindre. Mais pour en venir à la départementalisation, c'est vrai que la départementalisation, j'ai découvert elle ne date pas de 46, la demande ne date pas du millénaire du XXe siècle, ça avait commencé déjà bien avant, vous le savez peut-être. Mais j'ai, dans le cimetière de Saint-Pierre, je reviens encore à mon cimetière, qui héberge une stèle qui trace l'histoire de l'école laïque. Marius Hurard, qui demandait en 1880, qui a instauré en 1880 le premier lycée laïque, lycée Schellcher à l'époque à Saint-Pierre, et le couvent des filles, qui était aussi laïque. Il défendait déjà la demande de départementalisation, 60 ans avant Césaire. Donc Césaire arrive avec le Guyanais, enfin bon, il n'était pas, je veux dire, les députés qui ont demandé la départementalisation, et ils arrivent en fin d'une demande, enfin en bout de course d'une demande qui avait commencé bien avant eux. Donc c'était effectivement une demande martiniquaise. Mais il se trouve que très rapidement après, Césaire s'est rendu compte que la départementalisation était loin d'être égalitaire. C'est-à-dire qu'on était département entièrement à part. Donc ça mérite effectivement d'être encore un combat. Parce que c'est ça qui fait que jusqu'à maintenant, on n'est pas encore tout à fait d'accord. Ce statut reste à finaliser, c'est pas moi qui le dis, je ne suis pas le seul à le dire. Donc nous avons ce combat à mener, puisque les Martiniquais ont décidé que l'indépendance, ça n'était pas leur choix. L'autonomie, ils ne savent pas trop de quoi on parle. Ils sont martiniquais, mais ils sont français. Ils l'ont dit, même à travers la crise du dernier trimestre. Est-ce que nous sommes français à part entière, oui ou non? Ils veulent, pour l'instant, qu'on les reconnaisse comme égalitaires par rapport aux Français de l'Hexagone. Donc, à nous, leurs représentants, d'aller. Et là, c'est là que je ne suis pas d'accord avec ceux qui, tout en montant, tout en se revendiquant indépendantistes ou je ne sais quoi, vont à l'Assemblée nationale française s'asseoir avec les autres députés de français. Voilà. Donc c'est quelque chose, une position ambiguë qui déroute justement le Martiniquais. Là, c'est au Martiniquais de demander la clarification, c'est pas à moi. Ok. Ce que je veux dire, c'est que en 1848, de 1848 à 1946, c'est-à-dire en 100 ans, nous avons plusieurs générations de Martiniquais et de Martiniquaises qui nous ont pris, alors que nous n'étions même pas des hommes, nous étions les outils du maître, et nous ont fait de nous l'égal du maître en droit, en moins de 100 ans. C'est une victoire extraordinaire que personne ne fête, en fait. Comme si ça n'existe pas. Or, vous connaissez ça, parce que vos parents ont dû sortir de là où ils sont sortis pour faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. C'est pas rien comme victoire, quand on sait de là où ils sont partis. Je trouve ça extraordinaire. Et c'est dommage que nous ne fêtions pas cette victoire-là. C'est peut-être la seule victoire que notre peuple ait vraiment eue. C'est l'esclavage, c'est une victoire, oui, mais elle nous a été beaucoup donnée, hein, alors que celle-là de donnée. Oui, parce que nous étions... La Deuxième République avait aboli l'esclavage, quoi, en 1794. Napoléon l'a remise, etc. Bon. Mais enfin, Schellcher y a été beaucoup, quand même.
on a été aidé. Alors que là, cette génération-là, pendant 100 ans, s'est vraiment battue pour nous envoyer à l'école, pour nous donner à manger, pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous n'avons aucune reconnaissance, on n'en parle pas. Vous savez pourquoi? Parce que votre génération et la mienne, quand on a fini nos études, c'était l'époque de la décolonisation. Et donc nous sommes embarqués dans ce truc-là. Et puis voilà, donc on ne peut pas être pour la décolonisation et rendre hommage à des gens qui étaient départementalistes et assimilationnistes. Et donc voilà pourquoi on n'en parle pas. Vous connaissez aussi bien que moi le problème, peut-être mieux. Mais... Oui, vous voulez dire quoi? Et puis on arrête l'émission. Non, je suis comment dire, sensible à ce que vous dites. Ce combat-là est à mener, les choses sont à clarifier. Mais je vous dis, il y a le quotidien aussi dont on doit s'occuper. Et c'est peut-être aussi en donnant satisfaction au Martiniquais dans sa vie quotidienne qu'il va se sentir bien dans sa peau et qu'il va dire, ben voilà, maintenant je suis vraiment français. Je vous ai dit, ça rejoint le combat qui a été mené au dernier trimestre. Hein, donc, et moi, je pense que ce choix de l'avenir, je l'ai dit et je le répète, n'appartient pas seulement aux Martiniquais, c'est aussi aux Français. Je l'ai dit dans le cimetière lors du 8 mai, le préfet est à côté de moi, je lui ai dit, écoutez, si un jour nous arrivons à ce que souhaitent certains, à l'indépendance, maintenant qu'on arrive à convaincre les Martiniquais que la Martinique indépendante sera plus favorable à ces conditions de vie quotidienne que la Martinique actuelle. Si on y arrivait, ce ne seraient pas les Martiniquais qui perdraient la France seulement, ce serait aussi la France qui perdrait une partie d'elle-même. Parce que nous sommes partie prenante de tout ce qu'a été la France par le passé. D'accord. Donc vous êtes d'accord avec moi que le mot indépendance aujourd'hui, on en parle plus. Il n'est pas d'actualité. Il n'est pas d'actualité. Mais certains continuent à... Oui, mais enfin, il y en a toujours quelques-uns. Endosser, à au moins apporter le costume, à défaut plus de 60 ans, au bout de 60 ans, on peut reconnaître que bon, ben, ça n'a pas marché. Hein. Je veux dire que en an 2025... Je n'ai pas cette demande, en tout cas, en ce qui concerne les Martiniquais dont j'ai la responsabilité en tant que maire. Moi, de plus en plus, on ne parle plus d'indépendance dans ce pays, qu'on le veuille ou non. Merci, M. Christian Raffa, d'avoir été à cette émission. Vous êtes maire de Saint-Pierre. Oui. Merci. En tout cas... Vous êtes membre de Cap-Nord, vous êtes vice-président oui. de la communauté d'agglomération Cap-Nord. Juste une dernière petite question, mais si vous pouvez répondre en 1 minute. Alors, la Martinique ensemble, elle est autonomiste, elle est indépendantiste, départementaliste, elle est quoi? Cette idéologie de la Martinique ensemble, votre parti politique? Mais vraiment très elle est dans le réel. Elle traite, elle essaie de réfléchir à pour comment dire, répondre aux questions vraiment du quotidien des Martiniquais. Elle est dans le réel, elle est pragmatique. Elle n'a pas de problème. Pas d'idéologie de type indépendantiste, autonomiste ou autre. Elle est en plein dans le réel des Martiniquais et elle tente au mieux de se préparer à y répondre. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Jordan Adélaïde pour votre réalisation. Merci de nous avoir été fidèles. On se donne rendez-vous la semaine prochaine si vous le voulez bien. Merci, M. Raffa. Merci beaucoup.